Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. La conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles à ICASA s'est ouverte ce matin ici à Abidjan. Une rencontre qui a pour objectif de renforcer les efforts dans toutes les régions d'Afrique et du monde pour éradiquer le VIH au sida. Les responsables du GIM UEMOA, entendez groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dressent le bilan de leurs activités. Il est satisfaisant, ce bilan, selon le gouverneur de la BECAO, Temoko Meïle Kone. L'ex-premier ministre égyptien Ahmed Shafik, qui a annoncé son intention d'être candidat à la présidentielle égyptienne, va être expulsé des Émirats arabes unis où il s'était exilé vers le Caire. Voilà, la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles à ICASA s'est ouverte ce matin ici à Abidjan en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a pour objectif de renforcer les efforts dans toutes les régions d'Afrique et du monde pour éradiquer le VIH au sida. Plus de 6000 délégués et 150 participants sont à Abidjan pour cette conférence. La Côte d'Ivoire accueille donc à partir de ce lundi la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Un rendez-vous pour intensifier les plaidoyers auprès des décideurs pour mettre fin au VIH au sida à l'horizon 2030. En prélude à cette rencontre, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, se prononce sur les enjeux. Franck Kouadio. Après la journée mondiale de lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire va vivre ce qu'on appelle la semaine du sida, avec la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite l'événement. Tenant compte de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest et surtout du leadership du président Alassane Ouattara dans la lutte contre le VIH, la Côte d'Ivoire abrite donc ICASA 20 ans après. Notre pays servira à nouveau de plateforme pour cette 19e édition de ICASA, permettant de mieux appréhender les politiques de la riposte africaine, on appelle ça MDJ, c'est-à-dire Millennium Development Goals, et les objectifs de l'UNIDIS-SIDA de 0 nouvelle infection, 0 cas de sida, 0 décès en accord avec les initiatives 90-90-90. La Côte d'Ivoire veut assurer un véritable succès à ICASA 2017. Pour ce faire, et pour assurer un véritable succès de cet événement, il a été mis en place au niveau national un comité multisectoriel de pilotage. Ce comité, comprenant les représentants des différents ministères techniques clés, des agences du système des Nations Unies, les acteurs du secteur privé, les communautaires et la société civile, se sont réunis afin d'assurer un succès à cette conférence. 6 jours d'échange sur les dernières découvertes dans le domaine du sida et sur les succès dans la lutte. Dans le monde, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 18% de 2010 à 2016, passant de 2,2 millions à 1,8 million. Les décès liés au VIH ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé, qui est celui de 2005. En Afrique de l'Ouest et centrale, entre 2010 et 2016, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 9% et le nombre de décès liés au VIH dans la région a diminué de 21%. Chez nous, en Côte d'Ivoire, une tendance très nette à la baisse de la prévalence de l'infection à VIH qui est passée de 4,7% à 3,7%, et ceci de 2005 à 2012. Les estimations situent la prévalence à environ 2,7%, et cela en 2016, selon l'ONU-SIDA. Dans le cadre de la réponse au sida, plusieurs actions sont menées par le gouvernement. L'institution de la gratuité de l'accès à la prévention, au traitement ARV et au bilan biologique VIH. La délégation du dépistage VIH aux agents communautaires et au personnel de soins non laboratoires, avec l'institution du dépistage par des tests rapides par piqûre au bout du doigt.
la promulgation de la loi du 14 juillet 2014 portant prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH et le sida en Côte d'Ivoire depuis 2014. L'adoption en 2017 de la directive du tester et traiter tous, qui recommande de mettre sous traitement antirétroviral toutes les personnes dépistées positives au VIH sans condition d'éligibilité et une offre de soins différenciée selon que le patient est stable ou non stable. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030, selon la ministre de la Santé, Raymonde Goudou-Kofi. Voilà, et c'était un commentaire de Wilfried Herman Djivé. Retrouvons à présent Alexis Ouedraogo, qui est à Sofitel Hôtel Ivoire et qui a suivi la cérémonie d'ouverture de l'ICASA 2017. Bonjour Alexis Ouedraogo, que s'est-il passé à cette cérémonie d'ouverture? Alors Alvarassa, je vous le disais en début de matinée, et bien aussitôt refermer les portes du sommet UEUA que s'ouvre ICASA, la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique. Une rencontre qui mobilise puisque quelques 6000 délégués sont présents. Ce sont des experts, des scientifiques, des décideurs, des activistes, mais aussi la société civile. Ils sont réunis autour du thème « L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida ». Une rencontre qui a vu aussi la présence de l'élite ivoirienne, le chef de l'État Alassane Ouattara, son épouse, le vice-président, le Premier ministre, le président Henri Konan Bédié étaient tous présents. Présence donc saluée par le président du mouvement anti-sida. La lutte oblige aujourd'hui, selon les différents discours qui ont eu lieu, la prise en compte de certaines priorités que sont l'obligation de projeter la jeune fille et la femme. Il y a aussi l'obligation de mettre fin à cette chaîne perverse de transmission. Le vieil homme qui infecte la jeune fille, qui à son tour infecte un autre jeune homme. Il y a aussi la nécessité de redynamiser les mouvements de la société civile. Autre point très important de cette cérémonie ou d'ouverture, le témoignage de Aïssata, 20 ans, personne vivante avec le VIH-Sida. Aïssata a exhorté la jeunesse à être responsable vis-à-vis du VIH-Sida. Elle a aussi appelé à une mise à disposition beaucoup plus facile des médicaments pour les personnes atteintes de la maladie. Un appel auquel a répondu le chef de l'État Alassane Ouattara. Il a annoncé une enveloppe de 21 milliards de francs CFA sur la période 2018-2020 pour lutter contre le fléau en Côte d'Ivoire. Objectif, prévalence 1% en Côte d'Ivoire. Très bien, Alexis. Alors, qu'en est-il des différentes délégations? Vous avez dit à l'instant 6000 délégués. Alors, toutes ces délégations sont présentes. Je voudrais surtout vous demander, est-ce que tous les experts sont là? Et oui, Alvarassa, je vous l'ai dit tantôt, présence massive de tous ces experts, de tous ces scientifiques, de tous ces décideurs qui devront réfléchir à comment trouver des solutions concrètes à ce fléau qui tire vers sa fin. Aujourd'hui, les taux d'infection sur le continent sont en nette régression. Il s'agit de garder cette courbe de tendance et éradiquer la maladie les prochaines années. Alexis, dernière préoccupation, quel est le programme de la journée? Alors, le programme, après le départ du chef de l'État Alassane Ouattara et toute sa suite, les experts, les scientifiques, les décideurs seront sur la table des négociations, des discussions plutôt, plusieurs thématiques, comment lever des fonds pour faire face à cette problématique du sida qui est assez budgétivore. Comment aussi orienter la recherche au niveau du traitement. Il y a quelques années, pour un malade du sida, il y avait pratiquement 8 comprimés à prendre par jour. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, il n'y a plus qu'un seul comprimé à prendre. Comment améliorer davantage cette position? C'est autant de sujets qui seront sur les tables des discussions.
Voilà, merci à vous Alexis Ouedraogo qui était à Sofitel Hôtel Ivoire pour nous donner toutes ces informations. Rappelons que la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles ICASA s'est ouverte ce matin ici à Abidjan et cette conférence prendra fin le 9 décembre prochain. Le programme national scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes entre dans sa phase active. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé au lancement de la visite médicale systématique et de la prise en charge intégrée des pathologies handicapantes en milieu scolaire. Serge Collier. Regardez votre peau. Mais vous êtes anémié. Et heureusement que vous êtes venu à la visite. Docteur, je peux mourir. Non. Un sketch sur la santé en milieu scolaire, interprété par les élèves du Collège moderne de Benjeville. Thème abordé, la visite médicale systématique et la prise en charge intégrée des pathologies handicapantes en milieu scolaire. Ces maladies peuvent passer inaperçues à la fois chez les enfants et même que les parents ne s'en rendent pas compte. Donc cette visite systématique permettra d'assurer la santé des enfants et leur permet d'avoir des études harmonieuses et des résultats qui sont escomptés en fin d'année. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les visites médicales en milieu scolaire ont permis de détecter plus de 36 000 cas de caries dentaires, environ 16 000 cas de troubles visuels et auditifs et quelques cas de grossesse et d'IST. Face à l'impact de ces pathologies sur le rendement scolaire, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de s'impliquer dans cette campagne de sensibilisation. Tous les chefs d'établissement, les directeurs régionaux de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle sont informés avec un cabinet dentaire mobile. Ça, c'est une bonne démarche à encourager. Les élèves ont pu bénéficier d'une consultation gratuite grâce à un camion mobile équipé de 2 cabinets de consultation en ophtalmologie et un cabinet dentaire. On nous a parlé de l'hygiène et de comment faire pour se brosser, comment laver ses mains. Quand on ne fait pas la visite médicale, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les maladies que nous avons. Or, si on fait la visite médicale, on peut détecter les maladies en nous. Lancée ce jeudi dans la commune de Benjeville, la visite médicale systématique va s'étendre aux établissements du district d'Abidjan. Une session de sensibilisation et de préparation à la retraite des agents de police a eu lieu la semaine dernière à l'École nationale de police. Cela grâce au Fonds national de la police et le FIDRA. Patricia Obouetia. Le passage de l'activité professionnelle à la retraite est un moment important dans la vie des personnes. Il est vécu différemment selon les individus. Moment attendu pour les uns, transition difficile pour les autres. Une étape capitale pour chacun. Dans ces circonstances, préparer sa retraite va permettre d'aborder plus sereinement la cessation d'activité professionnelle. C'est le cas de Dorothée, capitaine de police, l'une des premières femmes agents de police à faire valoir ses droits à la retraite. J'ai épargné, j'ai des projets. Voilà, ceci fait que je suis à l'aise dans ma peau actuellement. Je suis contente d'aller à la retraite, je serai libre de mes mouvements. La retraite ne surprend pas. Nous savons qu'on devient à la retraite, donc je suis prêt. À part le malheur qui est venu, mais grâce au fond, j'ai pu supporter. Je vais à la retraite, la tête très haute. Accompagner les personnes vers la retraite, c'est aider chaque individu dans la construction d'une nouvelle vie. Nous avons ce qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire ceux qui ont épargné au niveau de l'EFC. Nous ferons en sorte de leur donner ça pour qu'ils puissent, dans un premier temps, rentrer. Et puis, avec le FIDRA et autres, nous allons consolider ce partenariat pour que nous puissions véritablement prendre nos policiers à la retraite en charge. Cette session de préparation et de sensibilisation à la retraite vise à apporter des connaissances et des informations aux questions liées à la santé et à une bonne qualité de vie. Notre alimentation, par exemple, il faut faire très attention. Ensuite, il y a aussi le réseau affectif. La compréhension avec son épouse, il faut en parler. Beaucoup de gens ne préparent pas ça avec leurs femmes. Ils se cachent, ils prennent leur retraite et ils vont au village. Ça entraîne d'autres choses comme les enfants de retraite. Constitue une nouvelle phase de vie qui ouvre la possibilité de réaliser des projets. Voilà, autre sujet, l'organisation non gouvernementale Les Amis de la Vie a célébré la fête de la vie à l'espace Canal au bois de Trècheville. C'était samedi dernier en présence de Chris Diomondé et Franck Quadio.
Un bébé, les yeux légèrement ouverts dans les bras de sa mère, reçoit de l'eau, source de vie. Une symbolique pour exprimer la vitalité de la condition humaine, chose qu'il faut célébrer. Le sens donc de la fête de la vie. Ils sont alors venus nombreux de plusieurs communes du district d'Abidjan pour une procession à l'occasion de cette fête de la vie initiée par l'ONG, les Amis de la Vie. « 30 minutes de marche, direction Espace Canal au Bois à Trècheville, en chantant la vie autour du thème « Désarmons-nous, sourions à la vie ». Chaque minute passée, c'est une grâce. Je suis fier de la vie. Je suis là aujourd'hui, c'est pour remercier Dieu de m'avoir donné la vie, la lumière, la joie de vivre, de faire de bonnes choses. C'est tellement naturel de célébrer la vie. Donc nous sommes là pour dire merci à la vie parce que nous sommes en vie. L'initiative des Amis de la Vie a amené les populations à consacrer un temps pour la vie. Il est important que l'homme puisse considérer la vie à sa juste valeur et le considérer, c'est pas seulement rester à la maison, mais c'est le célébrer tel que le sport est célébré, c'est le célébrer tel que les politiques sont célébrées, parce que sans la vie, il n'y a rien. Au cours de cette journée, un concept est né, le grand désarmement qui consiste à aider les plus démunis en leur offrant des vivres et non-vivres. Les Amis de la Vie ont aussi invité à travers cette chaîne de solidarité entreprises, organes gouvernementaux et sociétés civiles à se désarmer et à donner un intérêt à la vie d'autrui et principalement à celle des populations en difficulté. Et allons au deuxième grand titre de cette édition. Les responsables du GIM UEMOA, entendez groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dressent le bilan de leurs activités. Il est satisfaisant. Ce bilan, selon le gouverneur de la BECAO, Temoko Meile Kone. Francis Boafo. 15 ans après la création du groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, GIM UEMOA, et l'instauration de la carte GIM UEMOA dans le système monétique, que d'avancer. Le nombre total de comptes ouverts dans les livres de toutes les institutions financières de l'Union est passé de 14 millions en 2010 à 31 millions en 2015 et le taux global d'utilisation des services financiers a cru en passant de 26% en 2010 à 65% en 2016. Le volume des transactions, c'est-à-dire plus de 500 milliards de francs CFA, et le nombre de cartes émises, plus de 4 millions. En revanche, le gouverneur de la BCEAO appelle au renforcement de la sécurité des transactions, à l'amélioration continue de la qualité et de l'accessibilité des services financiers par les populations à faible revenu et à la réduction du coût des services. Nous demeurons ouverts à toutes les exigences que devra nécessiter l'adaptation de notre environnement, telles que l'adoption de meilleurs textes de gouvernance. Face à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, l'adaptation de la carte bancaire au système de paiement est nécessaire. Avec l'avènement des nouveaux acteurs, téléphonie mobile, les sociétés de transfert d'argent, les GAFA comme on dit, Google, Apple, le GIM doit s'adapter pour que le client qui a sa carte, son téléphone, n'importe quel moyen de paiement, il puisse l'utiliser partout. Le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine GIM UEMOA, aujourd'hui, c'est 8 pays, plus de 4 500 000 cartes bancaires, 123 institutions et 3 500 distributeurs. Sa mission principale, promouvoir les systèmes et moyens de paiement électronique ou numérique auprès du secteur bancaire et financier, des administrations et des populations. Restons toujours en économie en marge du 5e sommet Union africaine, Union européenne qui s'est tenu ici à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. Plusieurs accords de financement ont été approuvés par la Banque européenne d'investissement. On en parle avec Jean-Luc Bangbo Kwame et Jean-Jacques Kwame Ala. Ces 230 millions d'euros, plus de 150 milliards de francs CFA d'investissement sur le continent africain permettront d'améliorer l'accès aux microfinances,
d'accroître les investissements dans la santé, l'éducation, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives et de promouvoir l'inclusion financière. La Banque de l'Union européenne a signé son premier accord avec la Banque africaine d'impôt Export Aflexibank, un accord portant sur l'octroi d'une ligne de financement de 100 millions d'euros sur 7 ans, soit plus de 65 milliards de francs CFA pour faciliter les investissements et projets liés au commerce dans les 40 pays africains couverts par Aflexibank. La Banque européenne d'investissement BEI a également signé à Abidjan un nouvel engagement de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA dans Partech Africa, une nouvelle initiative visant à soutenir les jeunes entreprises innovantes axées sur les technologies, surtout le continent africain. Autre accord signé à la faveur du sommet UA-UE, le financement de 35 millions d'euros, environ 23 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, en vue d'appuyer la modernisation des réseaux de distribution d'eau du pays. Cet engagement, pris par la BEI, vise à fournir de l'eau potable à environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement ont signé à Abidjan un programme de financement d'un montant de 12,8 millions d'euros, 8,3 milliards de francs CFA pour l'amélioration et la modernisation du réseau de transport et de distribution de l'électricité au Sénégal. Objectif, alimenter 55 000 personnes supplémentaires en électricité en Casamance, considérée comme l'une des régions les plus pauvres et les plus touchées par la migration au Sénégal. La BEI a octroyé à Abidjan ses premiers prêts au titre du mécanisme de microfinance pour l'Afrique de l'Ouest avec 8 millions d'euros en faveur de 2 institutions de microcrédit au Sénégal et au Mali. La partie nord du continent africain n'a pas été oubliée à la faveur du 5e sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. La BEI s'est engagée à investir jusqu'à 15 millions d'euros au profit des PME en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte. Par ailleurs, la BEI appuiera le capital d'investissement en Éthiopie à travers un nouveau fonds de 100 millions d'euros, plus de 65,5 milliards de francs CFA, destiné à accroître les financements en faveur des entreprises implantées dans le pays et actives dans l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi qu'à améliorer les perspectives d'emploi des personnes déplacées. Rappelons que l'Union européenne et ses États membres représentent 33% de tous les investissements étrangers réalisés à travers l'Afrique. Cette union participe à hauteur de 50% à l'aide publique au développement versée chaque année au continent africain. Lancés depuis fin juillet 2013, les travaux de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé connaissent des difficultés. En moins de 3 mois, le ministre des Transports Amadou Koné a effectué sa 2e visite pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Kwasi Mamadou pour RTI en Regardez. Déplacement de grosses œuvres avec à la clé les conduits d'eau souterraines, le réseau électrique et les canaux d'évacuation d'eau usée. Autant de travaux qui devraient être menés pour entamer véritablement les travaux de construction de la nouvelle gare routière de la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, ces travaux préliminaires sont dans leur phase de finition. Nous sommes autour de plus de 90% de déplacement du réseau pour la SODECI. Au niveau CIE, c'est autour de plus de 60%. Ce qui reste à faire essentiellement pour la CIE, les réseaux, l'éclairage public qui doivent déplacer. Le point contraignant, c'est les réseaux. Vous avez vu l'importance de ces réseaux. Ce n'est pas des petits réseaux. C'est des réseaux qui traversent tout le terrain, en long et en large. Et on ne peut rien faire tant que ces réseaux n'ont pas été déplacés. C'est impossible. Donc une fois que les réseaux ont été déplacés, après le reste, c'est de la mécanique. Donc en fait, l'élément contraignant est levé. C'est cet élément qui ne permettait pas d'avancer. Donc maintenant, c'est fini. Pour s'assurer la bonne exécution de la feuille de route, le ministre des Transports, Amadou Koné, y effectue une visite. La 2e du genre en moins de 3 mois. Cette visite a permis au premier responsable du transport en Côte d'Ivoire de comprendre les délais d'exécution du projet. Amadou Koné a demandé à l'entreprise en charge des travaux et à ses partenaires de tout mettre en œuvre pour le respect du calendrier. En tout état de cause, nous sommes venus, nous avons constaté que les réseaux sont déplacés. Nous allons travailler et venir ici régulièrement donc, avec le promoteur pour que donc, le calendrier définitif qui va être adopté donc, au mois de janvier et que ce calendrier soit respecté. Donc l'objectif pour nous est de livrer cette gare courant 2019. Il y a beaucoup de travaux à faire. On a eu les assurances nécessaires
que donc, les équipes vont être déployées. Mais je me réjouis de ce qu'un facteur important qui ralentissait donc, les opérations, qui consistait au déplacement des réseaux, donc, soit en train d'être levé et va définitivement lever donc, au mois de décembre. À pied, le ministre Amadou Kone a fait le tour du site de construction de la nouvelle gare routière d'Adjamé afin de se rendre compte de l'effectivité des travaux déjà réalisés. Ce projet permettra à la commune d'Adjamé de disposer de la plus grande gare routière moderne de la sous-région. Voilà cette information. Avant de poursuivre cette édition, les ministres ivoiriens et burkinabés en charge des transports ont assisté des ministres ivoiriens des infrastructures économiques et celui de l'intégration africaine viennent de lancer officiellement les travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou jusqu'à Kaya. Des travaux qui permettront de moderniser et de développer les services de transport de marchandises et de voyageurs par train. Ces travaux seront exécutés par le groupe Bolloré pour un coût global de 262 milliards de francs CFA pour une période de 8 ans répartie en 2 phases de 4 ans chacune. En 2021, à la fin de la première phase, ce sont 250 000 voyageurs et environ plus d'1 million de tonnes de marchandises qui seront transportées par an. Autre chose, la filière coco va être relancée les mois à venir. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA a initié en partenariat avec le Centre national de recherche agronomique CNRA un programme de recherche au profit de cette filière et les résultats sont prometteurs. Francis Boifo. Inquiets depuis 2 ans à cause de la destruction de leurs plantations par des maladies et insectes, les producteurs de cocotiers peuvent désormais se réjouir. Des chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA ont mis au point des procédés. Le but, réduire les pertes dues au jaunissement des feuilles du cocotier. On a travaillé sur la protection des cocotiers contre le ravageur pseudothérapie dévastante qui peut provoquer une perte de production jusqu'à 80%. On a testé 9 types de plantes. Sur les 9 types de plantes, on a retenu 3 plantes qui se comportent très bien et qu'on peut utiliser pour protéger les cocotiers sans utiliser de produits chimiques, sans effets secondaires et à moindre coût. On a travaillé également dans le cadre de la lutte contre la maladie qui est en train de dévaster toutes les cocotiers dans le département de Grand Laou. On a testé 56 variétés hybrides de la collection de Port-Boué et il y a 2 variétés promoteuses que les planteurs désormais pourront utiliser pour replanter toutes les cocotières détruites sans que cette maladie puisse faire effet. Tous ces résultats de recherche ont été rendus possibles grâce à un financement du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Que les producteurs de cocotiers vraiment s'imprègnent de tous ces résultats et se les approprient. Aujourd'hui, on conseille aux producteurs d'éviter de transporter du matériel végétal d'un champ infesté vers un autre champ sain. Il faut également bien entretenir sa plantation pour éviter la propagation de la maladie. Si votre plantation est atteinte, il faut immédiatement couper tous les arbres atteints, les ensevelir après avoir bien brûlé. La cocotière ivoirienne couvre une superficie de plus de 50 000 hectares avec une production annuelle de 65 000 tonnes de copra, soit une production de 520 millions de noix de coco. Francis Boifou, un mot de sport. Le rideau s'est refermé sur la finale des Grands Prix de taekwondo au Palais des Sports de Treichville. 2 journées prolifiques pour le taekwondo ivoirien après la médaille d'or obtenue par Cissé Cheikh Salah Junior. Notre compatriote, la championne en titre des 67 kilos, a dû se contenter d'une médaille de bronze. Salif Ouattara. Deuxième et dernière journée de la finale des Grands Prix, le dimanche 3 décembre au Palais des Sports de Treichville. En attraction, la championne du monde des moins de 67 kilos, l'Ivoirienne Gbagui Ruth qui, comme toutes les pépites mondiales du taekwondo, a rendez-vous sur le tatami. Première adversaire du jour, la féroce Britannique Lawrence Williams. Un combat facile pour Gbagui Ruth, encouragé par son compatriote Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or la veille.
Mais les choses vont se compliquer en demi-finale pour l'international taekwondoïne. Face à la chinoise Yunfei Kuro, Gbagui Ruth va jusqu'au 4e round qui tourne en faveur de la chinoise. La championne du monde des moins de 67 kg devra se contenter d'une finale de bronze. Bronze qu'elle obtient assez facilement face à l'américaine Peg McPherson. Le Palais des Sports acclame une championne qui veut se remettre au travail pour les prochains challenges internationaux. Comme moi et Cheikh, on l'a dit et on le dit toujours, l'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc actuellement, lorsqu'on travaille, on veut toujours rester performant, c'est-à-dire rester toujours sur le podium. Quelle que soit la couleur, bon, on souhaite l'or, mais l'essentiel pour nous, c'est d'être toujours sur le podium. Voilà, on essaie de progresser à chaque fois, corriger les erreurs et voilà. Chez les hommes, le Nigérien Issoufou Alphaga Razak, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016, avait dû se contenter également du bronze face à l'Iranien Sarad Mardani dans sa catégorie des plus de 80 kilos. Voilà, terminons avec cette information. Autre titre de cette édition, l'ex-premier ministre égyptien Ahmed Shafik, qui a annoncé son intention d'être candidat à la présidentielle égyptienne, va être expulsé des Émirats arabes unis où il s'était exilé vers le Caire. Des responsables émiratis sont arrivés samedi à son domicile et ont indiqué qu'il serait transféré en Égypte à bord d'un avion privé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.